Elles sont nombreuses, ces maltraitances. Il y a de la maltraitance par négligence. Il y a de la maltraitance par acte de violence. Il y a acte de maltraitance sexuelle. Il y a acte de maltraitance financière et tant d'autres. Alors c'est vrai que comment faire pour éviter que ça se passe ou comment faire pour que ça cesse? Quand on est aidant familial soi-même, on est tenté, comme je le disais tout à l'heure, par la sécurité absolue de celles et ceux qui sont à notre parenté. Souvent, les familles choisissent un aidant principal, en général une femme. Et cette femme va devoir supporter, au sens philosophique du terme, va devoir supporter pas seulement les besoins de la personne, mais aussi les critiques de l'environnement familial, qui vont lui dire à chaque fois « tu ne fais pas bien, tu ne fais pas assez bien », alors que la personne risque d'y consacrer absolument tout son temps, toute son énergie, ne plus s'occuper de ses propres enfants, parce que bien souvent, c'est une génération qui est entre les enfants et les descendants et avec les ascendants, qui va devoir y consacrer même tout son argent, avec le risque qu'à un moment donné, elle puisse s'autoriser, je dis bien s'autoriser, à ponctionner des fois un certain nombre de finances. De plus, cet aidant familial peut être à bout, peut être épuisé. Et là, que se passe-t-il? Il ne répondra pas aux besoins. On appelle ça négligence. Il va monter le ton. Et là, on est vraiment dans de la maltraitance. Il va bousculer papa ou maman. Quand celui-ci, la somme de demandes multiples qui se répètent tout le temps. Cet aidant familial, il a besoin lui-même d'être aidé, d'être accompagné. Mais ces maltraitances-là, on les voit tellement couramment qu'elles sont quasiment considérées comme normales. Et puis, pour ceux qui vont au domicile, ils vont pouvoir repérer un certain nombre de choses. Par exemple, des hématomes. Par exemple, le fait que la personne âgée, lorsqu'elle leur parle, va les maintenir à distance, ne plus souhaiter qu'elle l'approche. Parce qu'ils ont vécu tant de maltraitance que toute approche est considérée comme telle. De plus, une autre maltraitance, mais celle-ci, elle est lourde de sens. Ceux qui interviennent à domicile ont parfois des horaires d'intervention qui leur empêchent d'être véritablement en empathie, en accompagnement des personnes. C'est passé, je vous le rappelle, d'un quart d'heure comme mission à une demi-heure comme minimum. Que peut-on faire en un quart d'heure, en une demi-heure, quand il s'agit d'aller de la toilette au repas, voire à ceux pour lesquels c'est la parole qui compte le plus? Et là, c'est vrai que se pose aussi la question pour les aidants familiaux, mais aussi pour les aidants professionnels, dont je rappelle qu'ils sont mal payés, mal considérés, mal présentés par leur structure, qui la présentent souvent comme des femmes de ménage, et ceci parfois avec la bénédiction des enfants, alors que le besoin n'est pas là, que le besoin est de trouver le temps de parler avec, quitte à mettre à côté un certain nombre d'obligations qu'on dit liées directement à leur mission. Est-ce que leur mission ne serait pas la capacité à pouvoir parler, à pouvoir développer un projet de vie, de développer les soucis qui lui viennent, les souhaits qu'il souhaite pour l'actuel comme pour les lendemains? Est-ce que l'heure n'est pas à ce qu'on puisse se dire « Tiens, papa ou maman a récupéré ». Et ça voudrait dire que la protection devient temporaire. Papa et maman va mieux. Ça veut dire qu'on en fait trop. Et on le considère parfois comme un enfant. Et à force d'être considéré comme un enfant, à qui on apporte absolument tout dans la vie,
eh bien, ceux-là perdent toute estime d'eux-mêmes, se laissent aller, se laissent glisser. N'oublions jamais que les dépressions qui peuvent naître de cela peuvent nous conduire à des maladies neuroévolutives. C'est-à-dire que quand on glisse, quand on déprime, et en général par le regard des autres, j'insiste là-dessus, c'est le regard des autres qui fait qu'on se regarde aussi ainsi, et que ce glissement peut nous amener à construire dans le temps des maladies neuroévolutives, comme la maladie d'Alzheimer dont on parle souvent, tout en sachant quels sont les éléments de déclenchement, puisqu'on ne la connaît pas assez aujourd'hui. Bon, le compagnon de vie a une mission multiple, très diverse. Il a la mission de repérage, il a la mission de faire en sorte de dire aux différentes structures d'accueil « Voilà ce que papa ou maman souhaite aujourd'hui ». Il a la mission de convaincre la famille pour leur dire qu'elles ne sont pas responsables de la volonté des aînés et des aînés d'aller et venir. Il a pour mission de tranquilliser la relation, de la tranquilliser en comprenant les charges qui pèsent sur les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Il a besoin à ces aidants de redonner l'estime d'eux-mêmes et il a besoin de leur proposer un certain nombre de structures intermédiaires. Je veux penser aux différents clubs qui existent, voire accompagner les vieilles personnes parce qu'elles n'auront pas directement à ces lieux qu'elles n'osent plus fréquenter. Il a comme élément complémentaire le fait d'aller vers eux, voire d'aller vers les responsables pour qu'il existe des structures de type occupationnel, comme les accueils de jour occupationnels, ou médico-sociaux, comme des accueils de jour aussi. Il faut qu'il fasse le point avec chacun sur les structures de répit qui existent. Structures de répit et éventuellement hébergement temporaire pour que chacun puisse se décharger, que ses épaules cessent de porter tout cela et cessent de porter une responsabilité totale sur ce qui se joue. Et c'est vrai que ces structures de répit sont celles, effectivement, sur lesquelles le compagnon devrait disposer d'une formation suffisante pour pouvoir détecter ce qui existe, les communiquer, parce que souvent personne n'adhère ou ne connaît les structures de répit. Tant la lourdeur de la charge qui pèse ne font que ces hommes, ces femmes, aidants familiaux et professionnels, pensent d'abord à leur charge, à l'exécution de leur charge, sans penser à la modifier et les adapter aux envies, aux attentes, aux habitudes et aux capacités des personnes âgées. Comment peuvent-ils faire cela? Parfois en permettant aux aidants familiaux de faire leur projet de vie d'aidant. On parle souvent du projet de vie des personnes âgées, on ne parle pas du projet de vie des aidants. Parce que bien souvent, on craint qu'il y ait une contradiction absolue entre la fonction d'aidant et la fonction d'aider. Alors que tout cela peut évoluer à partir du moment où on redonne confiance aux uns et aux autres, où on les respecte par rapport à leur mission, où on ne se focalise pas sur ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils font mal, mais petit à petit, l'estime de soi doit exister au niveau des aidés, comme une estime de soi pour les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels.